Mais bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Suzanne Mills, je viens de Criob. Notre projet s'appelle Raising Nemo et mon partenaire c'est Benoît Le Maréchal de la coopérative des aquacultures de la Polynésie française à Waiaro. Et malheureusement, il ne peut pas être là aujourd'hui. C'est la saison, c'est le moment pour mettre en place l'élevage des crevettes. Donc, il ne peut pas être disponible, malheureusement. Alors, notre projet, ça a débuté en avril 2022, donc il nous reste encore un an. Donc, les expériences sont toujours en cours. Alors, pour faire un peu de background, comme Guillaume a constaté tout à l'heure, les stocks des poissons ne sont pas infinis et il y a un déclin de certaines populations des poissons, y compris le poisson clown sur lequel je travaille. Donc, depuis 2016, on fait du suivi de certains couples sur Moorea et on voit cette diminution depuis les derniers 8 ans. Donc, quelles sont les origines de cette diminution? Donc, il peut en avoir deux. Il peut y avoir les changements environnementaux induits par les hommes. Et pour vous donner une idée, nous avons fait... il y a un pointeur? OK, c'est pas grave. Pour vous montrer cette graphique, c'est la température de l'année. En gris, c'est le moyen des 10 dernières années. Et on voit en mars-avril, ça augmente et ça descend en septembre. Et cette ligne rouge, c'était l'année de 2015 à 2016 où il y avait une période de fort réchauffement de l'eau dans le monde entier. Et on a vu, sur notre suivi à Moorea, on a vu la moitié des anémones qui ont blanchi. Donc les anémones sont comme les coraux, ils blanchissent aussi. Ils éjectent les symbodinacées et ils deviennent blancs comme les coraux. Et donc, les moitiés de nos anémones ont blanchi. Donc, on voulait voir l'impact sur le poisson clown. Et ici, c'est le même courbe de toute l'année. En bleu, on a la production des œufs par les poissons clowns. Et en bleu, c'est les poissons clowns qui vivent dans les anémones qui ne blanchissent pas. Donc, il y a une petite diminution pendant la saison chaude, mais ce n'est pas significativement différent. Par contre, la production des œufs par les poissons clowns dans les animaux blanchis, ça chute carrément quand les animaux blanchissent, mais il revient. Donc, le changement climatique, il a un impact sur la reproduction. Et on a pu déterminer, ça n'a pas bien sorti, c'est le Mac PC, mais on a mesuré, on a pris des prélèvements de sang des poissons clowns et on a mesuré les hormones. On a vu que le cortisol augmente dans les poissons clowns qui vivent dans les animaux blanchis. Ça fait diminuer le estradiol dans les femelles et ça fait diminuer le testostérone dans les mâles. Donc, c'est pour ça qu'on voit cette diminution de production des œufs. Et ce n'est pas que sur les poissons clowns, ça peut être tous les poissons qui vivent en association avec des coraux qui blanchissent. Donc, ça, c'est une raison pour cette diminution de la population. L'autre raison, et donc il faut qu'on trouve des moyens de restauration, l'autre, ça peut être dû aux captures pour le commerce des ornementales marines. Donc, la plupart, ça veut dire 90 à 99% des espèces qui sont sur le marché d'ornement sont pris par la pêche sauvage. Donc, ça a un fort impact sur la population. L'autre moyen, c'est de mettre un filet de crête qui récolte les post-larves qui reviennent sur l'île pour s'installer. Mais eux aussi, il a un impact sur la population. Donc, il faut trouver une source alternative qui est durable de ces poissons pour le marché ornemental. Donc, ça, c'est le verrou de ce projet. Donc, on souhaitait trouver de faire le re-ensemencement qui est la solution la plus adaptée pour tenter de repeupler et restaurer les zones dégradées.
Ça allège la pression de collecte pour les poissons ornementaux. C'est sélectif et ça n'entraîne aucune prise accessoire. Et notre idée, c'est de récolter les œufs des poissons à la tête sauvage pour l'éclosion en aquarium et grossissement en aquarium aussi. Et grâce à des projets à Criob, depuis 2015, on a mis en place ce protocole, les collectes des œufs des poissons clowns pondus dans le milieu naturel. Pas des coupes naturelles. Donc, par exemple, ici, on voit une ponte des poissons clowns. Ils pondent les œufs sur une roche à côté de l'anémone. Ils développent pendant 6 ou 7 jours. Le dernier jour où ils vont s'éclore, on peut les collecter dans le milieu naturel avec une scalpel et une pompe. On met les œufs dans l'aquarium et ils éclosent, on a des larves. Et cette méthode, il a un impact quasi nul sur la population locale parce que le taux de survie des œufs, c'est entre 0,5 et 2%, qui est beaucoup, beaucoup moins que les filets de crête ou même la pêche sauvage. Et donc, nous avons proposé de transférer nos connaissances sur cet élevage à des aquaculteurs locaux qui sont plus spécialisés dans l'aquaphilie que nous, pour avoir 3 buts. Pour la création d'une source durable d'un poisson d'ornement, pour la restauration des récifs, et ça c'est en collaboration avec des associations locales, les clubs de plongée, les hôtels, et aussi pour une valorisation durable d'une ressource endogène, parce que cet élevage peut créer un nouvel marché pour la vente de poissons d'ornement, non seulement en Polynésie, mais à l'international. Donc, le partenariat, la première chose, c'était un transfert de connaissances de notre équipe à Criob à le coopératif des aquacultures de la Polynésie française, avec Benoît Le Maréchal, mais aussi avec la direction des ressources marines. La deuxième partie, c'était une preuve de concept. C'était pour tester le succès de placer ces juvéniles élevés en aquarium dans le lagon. Après qu'on a fait preuve de ce concept, la troisième partie, c'est de faire de la restauration active pour inverser ce déclin. Et ça, c'est en collaboration avec des hôtels, le Hilton et le Manava, les clubs de plongée comme le Marea Blue Diving, et avec les associations, Tautira Reef et la mairie de Maitaiea. J'arrive pas. Je suis désolée. Et la dernière chose, c'est une évaluation du coût de production pour développer le marché à l'international. Donc, grâce à ce projet, le CAPF a pu avoir 3 stagiaires en master, 2 Sarah et une Nina. Et à Criob, j'ai pu, ces 2 thésards, certains de ce projet font partie de ce financement. Alors, pour la première partie, le transfert de connaissances, ça c'est une photo aérienne de la coopérative des aquacultures à Vairo. Et c'était d'optimiser le protocole d'élevage pour faire le recensement et pour proposer les tarifs de vente. Donc, nos objectifs, les objectifs de la CAPF, c'était d'obtenir des informations sur le développement embryonnaire et larvaire et de tester des différents paramètres pour cet élevage. Mais la première chose qui était importante, c'est que quand on prend les poissons de sauvage, il peut avoir un virus, le nodavirus. Donc, avec le DRM, on a fait des tests PCR pour bien assurer et des périodes de quarantaine pour bien protéger les stocks de crevettes et parapouées qui sont à Vaia. Donc, ça, c'est un exemple d'une ponte qu'ils ont eue dans l'aquarium.
Et une fois qu'une ponte était réalisée, 3 à 5 œufs étaient prélevés et ils ont pu déterminer les différents stades de développement de cette espèce de poisson-clown qui n'a jamais été élevée en aquarium avant. On voit des différents stades de clivage, de blastulation, gastrulation, etc. Aussi, ils ont testé des différents paramètres pendant l'élevage, les différents éclairages, les différentes quantités et les différents proies, le hydrodynamisme, combien de renouvellement de l'eau, de l'algue, la température. Et ils ont constaté, comme on a constaté à Criob depuis 2015, que l'élevage de cette espèce de poisson-clown n'est pas toujours facile. Parce qu'ils sont très petits, les larves sont très petits et ils sont extrêmement sensibles aux facteurs. Et ils ont déterminé les 2 facteurs les plus importants. C'est l'accumulation d'ammonium. C'est quand il y a des dégradations soit de proies ou de l'algue qu'il faut mettre dans l'aquarium, qui perturbe le métabolisme des larves. Et la deuxième chose, c'est le hydrodynamisme. Parce que les larves de cette espèce, ils ont un comportement de nage très actif et donc ils aiment nager contre le courant. Mais plus qu'on a de courant, plus que la nourriture s'en va. Et donc, c'est un trade-off entre il faut mettre plus de nourriture qui coûte plus cher et un taux de survie. Ils ont pu nous faire un très bon schéma de la nourriture au début. C'est avec les rotifères au début et avec de Artemia après. Et donc, il nous a transféré toute cette information après. Et donc, avec ces résultats, nous avons pu élever les juvéniles à Criob. Et on a voulu faire la preuve de concept de placer ces juvéniles dans le lagon. Et ça, on a fait en collaboration avec les hôtels Hilton et Manava. Et on a voulu tester 3 choses. En présence ou absence des cages, parce que les cages évitent la prédation. Seul ou en paire, non apparenté bien sûr. Et selon la taille. La survie va être plus élevée si la taille est plus grande, mais ça impacte le coût de l'élevage. Et donc, on a suivi la survie et la croissance après 2, 6 et 9 mois lorsqu'il atteint la maturité sexuelle. Donc, le premier résultat en présence absente de cage, ici, on a la survie et le temps. Et on voit que la survie, il est plus élevé si on met les juvéniles dans les cages que pas en cage. Par contre, il y a un petit plus, ils croîtent plus s'ils ne sont pas en cage, parce qu'ils peuvent sortir et mieux nourrir. Le problème avec les cages, c'est qu'on est bien sûr dans les hôtels, et les touristes n'aiment pas les poissons-clowns dans des cages. Donc, il faut bien expliquer aux touristes. Mais c'est que pendant 3 mois, les 3 premiers mois. C'est toujours en cours, on n'a pas des résultats pour 6 mois encore. Seul ou en paire, il n'y a pas trop de différence. Mais quand ils sont en paire, la croissance est plus élevée. Et les derniers, selon la taille, ça débuterait le mois prochain. Pour le projet de restauration active, nous avons... OK. Bon, aux hôtels, voilà 2 jolies photos de restauration. Tu vois les pilotés de l'hôtel. Il reste 23 poissons qui proviennent de 15 paires d'adultes sauvages différentes, ici et ici. À la fin du mois, on va faire la même chose au site de plongée avec Moorea Blue Diving. Je suis venue à Totira avec Eric Baudira pour chercher des bonnes zones à relâcher les poissons-clowns. Et aussi, j'ai donné des conférences à l'école. Et la dernière chose, c'est l'évaluation du coût de production.
Il y a beaucoup d'espèces qui sont commercialisées, mais seulement 51 sont élevées en aquarium. Donc, le reste, ils sont pris de l'état sauvage. Et donc, pour le coût de production, pour l'année, c'est cette somme. Et avec les calculs, pour combien de juvéniles on peut avoir, le coût, le tarif aux ventes doit être 7 euros. Et Benoît le Maréchal a parlé avec des vendeurs et personne n'était prêt à dépenser 7 euros pour cette espèce de poisson clown. Donc, il n'y a pas vraiment un bon marché ici. Par contre, j'ai regardé sur Internet et notre poisson ressemble à celle-là qui coûte 21 livres sterling, celle-là 25 $, mais il faut le transporter, etc. Donc, mais il n'y a pas une demande énorme. Et pour finir, notre retour d'expérience, c'est un excellent partenariat. On a bien échangé nos connaissances et il nous a aidé à améliorer nos techniques d'élevage. C'est difficile à l'élever et surtout, il nécessite un technicien à plein temps pour réussir. C'est ça qui fait augmenter les prix de l'élevage. Le CAP a fait une nouvelle découverte. Il veut étudier ça plus profond avant de communiquer le résultat. Et donc, c'est pas malheureusement, le poisson clown de Polynésie, il n'est pas c'est pas une voie rentable pour la Polynésie, mais peut-être des autres espèces peut être mieux. Merci beaucoup. Je n'avais pas de questions, mais si tu me donnes le micro, je vais en poser une. Bon, tu as relâché les adultes, donc maintenant tu as des adultes. Est-ce que tu as prévu une comparaison des adultes que tu as produits, que tu as relâchés, par rapport aux populations naturelles? Est-ce que tu as la possibilité de comparer? Oui, donc on a relâché des juvéniles. Ouais. Donc ils ne sont pas encore les adultes. C'est pas encore adultes, ouais. Mais tu as prévu d'essayer oui, sur les traits fonctionnels, enfin les phénotypes très fonctionnels? Oui, on fait une suivi de survie. Dès qu'ils commencent à prendre, on va regarder les taux d'hormones et la fécondité. Et tu as des hypothèses sous-jacentes derrière ça? À quoi tu t'attends? Mais normalement, je ne vois pas de différence. Parce que comme les œufs qu'on a élevés en aquarium, ils viennent des adultes sauvages, je ne vois pas... on ne va pas voir de différence après l'élevage. Ouais, on verra. Ouais, bon. Christophe, alors on me dit, Suzanne, il faut que tu parles un peu plus dans le micro pour la captation. Sorry. Merci Suzanne, super présentation. J'ai deux petites questions, peut-être un peu à côté, donc si tu n'as pas la réponse, c'est pas grave. La première, c'était par rapport à les adultes qui sont produits les œufs dans les milieux naturels. Est-ce que tu as suivi leur comportement et leur performance reproductive après? Je me demande si, par exemple, il y a une compensation. Tu enlèves les œufs qu'eux, normalement, ils protègent. Donc, je me demande c'est quoi son comportement après versus avant cet vol des œufs, s'il change ou pas. Et peut-être la deuxième question, vite fait, c'est est-ce que vous avez aussi réfléchi sur des manières de protéger l'anémone, qui apparemment c'est un des causes, comme tu disais, il y a un blanchissement. Donc je me demande si, comme on travaille avec les coraux sur les rendre plus robustes à changement climatique, est-ce qu'on peut imaginer la même chose sur l'anémone et si ça aurait un impact positif sur les poissons? OK. Donc je réponds aux deuxièmes questions en premier. Donc, au contraire des coraux, chaque fois que l'animal blanchit, on ne voit pas de la mortalité. Des fois, il diminue en taille, mais pendant la période de blanchissement dont j'ai parlé, on n'a vu aucune mortalité des anémones. Et il y a beaucoup d'anémones sur Montréal. Il y a des champs et des champs des anémones pendant 300 mètres. Donc, je pense qu'on n'a pas un problème des anémones, pas comme les coraux.
Ils ne sont pas mangés par les acanthaster non plus, donc on a moins de problèmes. Pour l'impact sur le poisson clown, donc on suit 30 ou 40 couples de poissons clowns régulièrement, 3 fois, tous les 3 jours, chaque mois, et ils continuent à pondre. Donc on prélève les œufs ou une partie des œufs. Peut-être je dois dire qu'on ne prend que 1/3 des œufs, donc on laisse 2/3. Et une semaine après, ils repondent. Donc ils pondent 2 fois par mois. J'ai fait des prises de sang pour mesurer le taux de hormones et on ne voit pas un impact sur les parents, ni les femelles ni les mâles. Ils sont très agressifs, même vers les humaines. Ils nous attaquent les masques, les mains. Mais j'ai constaté qu'ils sont plus agressifs sur les zones de plongée. Donc peut-être c'est plutôt les visites des humains tous les jours qui le rendent plus agressifs. Donc non, ouais.